Bonjour à tous, je suis en train de monter le nouvel épisode du podcast Les Fameux. On va être disponible sur les plateformes comme à son habitude, YouTube, Spotify, Deezer. Donc voilà, dites-nous ce que vous pensez de cet épisode. Vous allez découvrir une superbe personne. N'hésitez pas du coup à nous donner de la force, et pour l'algorithme et le référencement, c'est important d'avoir vos retours en commentaire, d'avoir vos likes, et n'hésitez pas aussi à activer la petite cloche. Comme ça, vous serez alerté des prochaines sorties sur le podcast. Allez, on se retrouve tout de suite dans l'épisode. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Les Fameux, un nouvel épisode en compagnie de Hélène. Bonjour. Donc bienvenue sur le podcast. Donc tu as un parcours qu'on va développer, un parcours qui est atypique. Donc c'est pas une ligne droite où tout s'est bien passé. On va y revenir Mm. précisément étape par étape. Donc c'est un parcours qui a quand même été fait de choix, de détours et d'événements qui ont un petit peu bouleversé ta vie. Avant, on va dire que tu pouvais avoir une vie classique avec un travail, une famille, des repères. Et puis un jour, il y a tout qui a changé. Donc on va y revenir un peu plus dans le détail au cours de l'épisode. Aujourd'hui, mon invité, c'est toi. Donc tu es maman, tu es engagée, tu es aussi sportive de haut niveau, en équipe de France notamment. On y reviendra aussi sur la pratique que tu fais sur ton parcours sportif et qu'est-ce que tu entreprends tout autour de ton parcours sportif et associatif. Et aussi, on va parler un petit peu de tout ce qui est politique. Ouais. Parce que voilà, aujourd'hui, c'est un peu une grande nouvelle et tu te lances dans quelque chose de politique que tu faisais pas jusqu'à maintenant. Donc ça va nous intéresser. Donc comment aussi on arrive à se reconstruire et surtout comment on arrive à transformer une épreuve en moteur. Donc tu vas nous transmettre un petit peu tout ça, ta vision, ton mindset, etc. Dans un premier temps, si on devait revenir au départ, avant que tout ça arrive, comment c'était ta vie en amont? Comment ça se passait au quotidien? Normal, comme une vie de famille, hein, je veux dire, on a tous, eu des parcours, différents bien sûr, mais une vie de famille normale, hein. On a des enfants, on est mariés, on va travailler comme tous les jours, voilà. Tu as combien d'enfants? J'ai 3 enfants. En vrai, on est une famille recomposée. J'ai rencontré mon mari, il y a à peu près 17 ans. Je l'ai rencontré, via un truc, spécial, c'est, Mythique. Ok, donc une application. Ouais. Donc en quoi ça marche? Comme quoi ça marche. Voilà, je venais juste de me séparer, depuis quelques mois et je suis arrivée avec mes 2 enfants. Il est arrivé avec ses 2 enfants. Quand tu vas sur Mythique, tu sais, on te demande, qu'est-ce que tu aimerais que la personne fasse? Alors il avait choisi une femme qui ne fume pas. À ce moment-là, je fumais. Ok. Sportif, pas du tout. Ah bah alors pas Tu vrai. dansais pas un petit peu? Si, mais c'est pas sportif, danser, c'est voilà et et on a décidé de se rencontrer. On habitait à Sisteron tous les 2. Moi, je venais juste d'arriver à Sisteron. Je travaillais à l'hôpital de Sisteron et direct, dès qu'on s'est vus, c'était, le coup de foudre, quoi et on s'est dit: «Beh, comment je pourrais dire? On va commencer notre petit chemin ensemble» et tout est arrivé si vite, hein. Je veux dire, on est sortis en janvier ensemble. En avril, on habitait déjà ensemble, quoi. Ok, donc C'était, ça allait très vite. très, C'est très c'est vite. quoi le ressenti quand on a un coup de foudre, s'il y a des gens qui peuvent nous écouter, la sensation que ça peut faire? Et beh, là, dans ma vie, je me suis jamais imaginé que j'allais me marier. Ok, Tu fais ta vie de famille normale, hein, je veux dire, tu fais des enfants, tu fais ton parcours de vie et pour moi, le mariage, c'était pas j'avais pas envie et quand j'ai rencontré mon mari, on avait, je sais pas, cette sensation que quand il est arrivé à moi, j'ai dit: «Voilà» et là, d'un coup, dans ma tête, au fur et à mesure qu'on avançait ensemble, c'était je m'imaginais déjà, mariée. C'était pas du tout ça pour moi, me marier, pas du tout et me marier et fonder une famille. Lui, il voulait pas trop d'enfants et nous non plus et moi non plus, pas spécialement quand je veux dire on avait des 2 chacun, ça fait 4, ça fait beaucoup et un miracle est arrivé, ma petite dernière, hein. Ça veut dire qu'il est venu consolider tout et voilà, la famille s'est agrandie et et donc vous êtes rencontrés sur une application, ouais, vous avez rapidement habité ensemble, oui, et au bout de combien de temps vous vous êtes mariés? 1 an et demi. Ok, donc il a facilement réussi à te convaincre, Il voulait pas se marier aussi, mais je sais pas, même lui, il était pas pour le mariage, mais d'un coup, je sais pas, on a eu notre, un peu son comme si c'était une évidence en fait. voilà, c'est ça, c'était, on avait les mêmes choix de vie, on avait les mêmes pensées, c'est, voyager, faire la fête, s'amuser, mais avec nos enfants. Voilà. Et ton rôle de maman, donc il y a quelques années, toujours au jour d'aujourd'hui,
comment ça se passe dans ton quotidien? Quelles valeurs tu essayes d'inculquer à tes enfants? La trajectoire aussi de vie, est-ce que tu es plutôt une maman, on va dire, où tu mets du vice, ou plutôt tu laisses de la liberté? Heu Comment tu arrives à jongler un petit peu avec tout ça? Comment je pourrais dire? Moi, j'ai eu un parcours de vie qui est différent de certaines personnes. Je suis arrivée à Marseille de Marseille en 94 ici. Mes parents n'ayant pas les moyens, ben, on vivait en mobil-home. Alors les gens pouvaient nous voir en disant, «C'est des gitans». Pas du tout. On est des gens normaux, hein, comme Ah tout oui, le monde. frères et sœurs? J'ai des frères et des sœurs, voilà et mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent. Mon papa avait eu un accident, comme quoi c'est peut-être, le fait, moi aussi d'avoir eu un accident, quand il était un peu plus jeune, on avait je sais pas 5 6 ans, un truc comme ça quand mon papa il a eu son accident et ça fait qu'il travaillait pas. Ma maman essayait de subvenir un peu à nos besoins comme elle pouvait et elle aussi ne travaillait pas trop parce qu'elle s'occupait de mon papa, elle s'occupait de nous et tout, c'est vrai que les fins de mois, on connaît et quand, c'est à notre tour de devenir parents, on se dit: «Ben, j'ai pas envie que mes enfants aient la même parcours de vie que moi». Ça veut dire que tout ce que je vais faire, je vais travailler pour mes enfants et je veux qu'ils aient tout ce que je n'ai pas eu. Voilà. Tu as eu l'impression de manquer de certaines choses? Ben oui, normal, hein. C'est pour ça que, comme je disais, quand j'étais jeune, j'étais passionnée par la danse, mais j'avais pas les moyens pour aller, faire de la danse. Bon, ça fait que quand mes enfants sont nés, je dis: «Beh, je vais travailler, je vais leur offrir tout ce que je n'ai pas eu» et à chaque fois qu'ils me demandaient: «Ah maman, je veux aller au foot, je veux faire du foot». «Allez, hop, vous allez faire du foot». Je dis pas que je les ai, comment je veux dire? Gâté plus que ça? Plus que ça. Tu leur as apporté, le minimum que tu aurais voulu avoir toi, C'est ça, pour toi quand tu étais c'est plus jeune, ça. quoi. Après, je leur ai impliqué que, travailler, c'est gagner de l'argent et pouvoir s'en sortir soi-même. À l'âge de 16 ans, tous mes enfants, après bon, la petite dernière, elle a que 14 ans, mais à 16 ans, je leur ai dit: «Je veux que vous alliez faire un job d'été. C'est obligatoire». Ouais, pour voir le travail, se faire un petit C'est peu ça, d'argent, c'est ça, pour les que valeurs. les valeurs de l'argent et qu'ils se disent: «Ah ben tiens, j'ai gagné ma croûte en quelque sorte, je vais m'offrir», après moi, je suis pas une personne qui va dire, qui va donner à ses enfants obligatoire, comment on appelle ça? Ah, une cagnotte, tu vois? Tous les mois, tu avais de l'argent de poche. Moi, j'en ai jamais eu, mais voilà, mais après, c'est vrai que c'est nos besoins et voilà et après, j'ai appris aussi à mes enfants que dans la vie, les études, c'est sûr, c'est pas fait pour tout le monde, c'est normal, mais je veux qu'on s'accroche. Je veux qu'on s'accroche, je veux qu'on aille au plus loin qu'on puisse aller, quoi. Ouais, exploiter le plein potentiel, quoi. C'est ça et grâce à ça, ben, ma fille, ben, elle a réussi à avoir, ce qu'elle je veux dire jusqu'à un BP. Elle l'a pas eu, parce qu'elle a eu quelques, petits soucis. Voilà, mais sinon, mon fils, Yanis, pareil, j'ai essayé de le pousser au plus loin et je fais pareil pour la petite dernière, parce que je veux qu'il s'en sorte dans la vie. Je veux pas OK et donc toi, tu es arrivé en quelle année ici? 94. 94. J'ai fait Tu as eu ton premier enfant à quel âge? j'allais avoir mes 21 ans, OK en 99. et donc de 94 à 99, tu nous as expliqué un petit peu comment tu Les vivais études, voilà, j'ai fait un peu des études, j'ai fait, et des études. lorsqu'est arrivé ton premier enfant, concrètement, même en termes de responsabilité, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Quand je suis tombée enceinte de ma fille, j'étais à l'école. Je ne voulais pas forcément d'enfants parce que j'étais jeune. Je voulais des enfants plus tard et après je me suis sentie responsable. Je veux dire, je me suis sentie être maman et après tout est arrivé, voilà. Je suis devenue maman, je me suis occupée de ma fille, je me suis séparée. J'ai rencontré quelqu'un d'autre avec qui j'ai fait ma vie. C'est pour ça que je suis partie de Sisteron, je suis habité à Serres j'ai habité à Serres et tout s'est pas passé comme, Comme tu l'aurais souhaité à ce moment-là? voilà. Je suis revenue à Sisteron avec mes 2 enfants. Ça veut dire que maman solo, j'ai connu. Je sais ce que c'est être maman célibataire et pouvoir travailler et faire garder ses enfants, en étant seule, c'est pas pratique, mais j'ai de la chance, j'avais mes parents. Alors ça fait que j'habitais à Serres, mes parents habitaient à Sisteron. Alors c'était un peu galère, mais voilà. Mais tu as C'est pu un petit peu t'appuyer sur eux et c'est ça. c'est Mes parents, ils c'est m'ont super aidée bien de quoi, faut pouvoir, dire, même pour les enfants, d'être au contact des grands-parents et cetera. c'est ça. Humainement parlant, c'est important. Dans ton parcours, du coup, tu as été, à ton compte dans l'aide à domicile? Oui. Après quand j'ai quitté en 2010, j'ai quitté l'hôpital, je me suis mariée en 2010, à cette même période. Je me suis mis à mon compte
et c'est là où j'ai commencé à travailler pour les gens. Mais je connaissais déjà ce métier-là parce que l'aide à domicile, je l'avais déjà fait quand j'habitais dans le 05 à Serres. Après, j'ai fait aide-soignante, quand j'étais dans le 05 pareil à Val-de-Serre. Voilà, je veux dire, être Du coup, tu as fait ça combien de temps? Quelle expérience ça t'a appris? Parce que humainement parlant, pareil, tu vis des choses et tu vois des choses qui sont dures parce que tu es au contact de personnes qui peuvent souffrir ou qui ont besoin d'assistance ou alors quand j'habitais dans le 05, oui, j'ai fait la connaissance de plein de personnes, des personnes à qui on s'accroche quand même parce qu'on reste un moment avec eux et ils vous racontent leur vie. C'est pas mal parce que leur confidente à ce c'est moment-là. ça, c'est ça. Mais tu as envie de les aider, mais tu as envie d'aller au-delà de les aider. Mais après, tu ne peux pas faire plus non plus. Alors tu te dis: «Ben non, il faut que je reste à ma place. Je suis maman, je dois m'occuper de mes enfants, mais s'occuper des gens» et ce qui est bien, c'est que quand j'avais, promené ces personnes-là qui promenaient, ces petites personnes, me voyaient: «Oh, vous êtes là?» et ils viennent me dire bonjour, voilà, c'était vraiment, j'aime Du bien. coup, au plus profond de toi, pourquoi tu as fait ce choix de travailler dans l'aide à domicile? Qu'est-ce que tu aimais vraiment dans ce métier-là? Moi, c'est l'empathie et le contact avec les gens. OK. C'est, ce que j'aime, c'est aider les gens, voilà. C'est, Vraiment être au contact, c'est ça. aider, aussi apprendre parce que, ben, on va à un moment donné, on va tous passer aussi par là, donc voir aussi un peu comment ça peut se passer. Puis ça te fait relativiser sur certaines choses aussi également. Oui, 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 non, c'est clair, hein, mais rien que le fait d'aider les gens, on se sent mieux nous-mêmes. Je veux dire, c'est je sais pas, c'était peut-être instinctif chez moi ou autre, mais j'aime aider les gens, voilà. C'est, connaître leur parcours, les aider, me dire que, ben, peut-être que je vais pouvoir les aider, en faisant un petit truc, simple mais, voilà. Et avant qu'on parle, bah, du coup, de ce qui t'est arrivé malheureusement, ton accident et cetera, quelles, étaient et quelles sont toujours tes passions? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui t'anime? Bon, je suppose qu'il y a le côté familial, Bah, oui. les les amis, puis surtout la famille, les enfants, mais voilà, à côté de ça, Ben quelles sont tes passions et qu'est-ce qui te fait vibrer au plus profond de toi? Ah ben, avant mon accident, ben, les amis. Moi, j'adore faire la fête, j'adore inviter les gens, je suis pas obligée d'aller dans des boîtes de nuit ou autre, mais le fait d'aller, faire des soirées entre amis, j'adore. C'est, voilà, j'ai un contact très facile avec les gens. J'aime aller vers les gens alors, c'est pour ça et après, même après mon accident, même maintenant, au début, ça a été dur, comment je pourrais dire? Quand j'ai eu mon accident, il y a un truc qui m'a pas plu. C'était l'été, comme j'ai eu mon accident le 28 juin 2022. C'était un été où, j'avais déjà prévu dans ma tête, «Oh bah, cet été, ben, je vais pouvoir faire ça. Oh, cet été, je vais pouvoir faire ça et tout» et là, accident et suite à cet accident, l'été a été gâché pour moi. Ça a été dur. Ouais, parce que tu avais fait une organisation, une planification C'est ça. et tout s'est effondré, en fait. Ben, tout s'est effondré, ça veut dire que toi, pendant que les autres sont en train de faire la fête, toi, tu es chez toi, il fait 40°, bon, tu as la clim, c'est déjà pas mal et la jambe en l'air, bien sûr et là, ton mari, il te dit: «Bon, ben, je vais aller faire la fête au tort, parce qu'il fait partie du comité», c'est comme ça et là, tu es là, tu râles un petit peu, quoi. Tu te dis, «Qu'est-ce que je fais de mon été?» Ah, c'était bien, au moins je travaillais pas. C'était le seul été, je pense, depuis des années où je ne travaillais pas. Parce Ouais, que mais d'habitude, l'été, je travaille tout le du temps. coup, à quel prix? Et du coup, ben, on va y venir. Du coup, est-ce que tu peux nous partager, ton sentiment? Qu'est-ce qui s'est passé? À quel point, bah, du coup, ça a pu te blesser psychologiquement, physiquement? Parce que c'est des épreuves qui sont très dures, donc si tu veux un peu nous partager tout ça. Alors, physiquement et mentalement, oui. Comment je pourrais dire? Ben, l'accident au début, bon, moi j'y croyais pas trop, hein. Je veux dire, bon, j'ai glissé, j'ai eu mal et quand on m'a dit: «Bah, il y a tout qui est cassé», ben, j'y ai pas cru, quoi. J'ai dit: «Mais non, il faut refaire la radio». J'ai dit ça quand j'étais aux urgences. «Il faut refaire la Et du coup, radio». pour les personnes qui nous écoutent, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as glissé comment? Qu'est-ce qui Alors, t'est arrivé? c'était dans un camping à Argelès, moi qui aime pas aller à la piscine du tout. C'était un après-midi et j'ai fait la sieste et après la sieste, j'ai dit à ma belle-mère, j'ai dit: «Tiens, il faudrait qu'on aille en Espagne» et ma belle-mère a dit: «Ah non, tu as vu l'heure qu'il est, on va pas aller en Espagne et tout». Je fais: «Ah pff», j'étais un peu dégoûtée, mais je dit: «Bon». C'était pas loin, une demi-heure, hein, Mmh. en voiture. Elle me dit: «Bah, viens, on va à la piscine». Oh, j'aime pas la piscine.
Je dis: «Bon allez, on y va, il fait chaud, il fait 40 degrés dehors, on va y aller, donc on va à la piscine». Elle me dit: «Bah tiens, je vais prendre des cartes». Pas de souci. Je vais pour arriver, j'ai même pas eu le temps, j'étais en maillot de bain, j'ai même pas eu le temps d'aller faire un plouf plouf comme on dit, hein, il a fallu que je passe les rails d'un dôme d'une piscine. C'est pas des petits rails comme ça, c'est, tout ça. Et il y avait une cale en métal, il n'y en avait pas qu'une, il y en avait plusieurs. Et dans cette piscine, pour rentrer dans la piscine, sur la plage de la piscine, ben il fallait passer ces rails obligatoires. C'était tout le tour de la piscine, c'était comme ça. Et ben il fallait passer les pieds en travers. Sauf que passer les pieds en travers, ben j'ai tapé sur la cale en métal qui m'a déstabilisée. Quand je suis arrivée de l'autre côté, j'ai glissé. Je me suis vue, partir, je veux dire, de ma hauteur, quoi, je veux Oui, tu dire, pas pu te rattraper malheureusement. et ben je me suis rattrapée. Si, j'ai eu un instinct qui fait que quand j'ai fait comme ça, je me suis un peu tournée. Et c'est ça, mais c'est ça qui m'a sauvée en quelque sorte de la vie. Parce que quand j'ai glissé, quand je suis arrivée, j'étais comme ça en travers, et que je me suis remis comme ça pour faire comme ça, et j'ai fait glisser, j'ai tourné un peu ma jambe. Sinon, c'était ma tête qui tapait sur les rails. Et je me suis arrêtée à ça sur les fesses des rails derrière moi. Et là, j'ai vu ma jambe travers. J'étais là. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Donc toi, tu te vois tomber Je me suis vue tomber, oui, oui. et après, qu'est-ce qui se passe? Et ben, je suis Tu restée sens au la sol. douleur, trou noir? Non, eh ben, je n'ai rien. J'ai vu j'étais assise par terre. Et j'ai vu, et d'un coup, je regarde, premier truc, c'est ma jambe. Ma jambe était pas droite, ma jambe était de travers. Waouh! Voilà, c'était flippant, je dis. J'étais comme ça et tout. Et mon mari, il fait: «Mais elle est de travers ta jambe». «Je sais». Je lui disais: «Je le sais». Et mon fils qui est pompier, c'est lui qui va commencer à me faire mes premiers secours. Il appelle les jeunes filles qui étaient surveillantes de baignade, Mmh. et il demande, bah, de l'aide. Elle a dit: «Voilà, elle a glissé sur les rails, en arrivant sur la plage et tout, et il nous faudrait», ben, ils nous demandent tout le matos, sauf qu'ils avaient pas le 3/4 de ce que mon fils demandait. Rien, ils avaient rien. OK, et parce que du coup, ta jambe, elle était de travers quoi? À partir de l'insertion de la hanche, du De genou? à partir du genou. OK, Ça veut dire du genou jusqu'à la pointe des pieds, mon tibia, OK. il a fait comme ça. C'était pas très beau à voir. Mais je suis pas tombée dans les pommes. J'ai vu un petit peu des étoiles. OK, Ils et après du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient pas tout le matériel en question? ils avaient pas tout le matériel en question, ils ont appelé les pompiers, et comme il y avait plein de feux de forêt, dans tous les alentours à Argelès, c'était l'année où il y a eu plein de feux, ils ont mis à peu près 1 heure et quart pour venir me chercher. Sauf que c'est pas les pompiers qui sont venus me chercher, c'est les ambulances. Ils étaient 2 jeunes, novices, ils savaient même pas comment on faisait pour, ouvrir un brancard. C'était hallucinant. Mon fils a dit: «Non, mais il faut faire ça, ça, ça». C'est mon fils qui m'a mis sur le brancard, et il a dit: «Elle est où l'attelle de dépression?» Et là, les 2 jeunes, ils me regardent, il fait: «Quelle attelle?» Et je dis: «Vous êtes dans une ambulance, vous devez avoir une attelle de dépression pour pouvoir transporter les gens». Ils avaient rien. Donc, si je comprends bien, tu es tombé sur, déjà le poste de secours en direct sur la Dans la piscine piscine, qui avait pas le bon matériel ou pas assez de matériel du moins, et mmh, après pareil, avec les ambulanciers. c'est ça. Je dis: «Mais c'est un cauchemar là». Je dis, sachant ils m'oublient, parce qu'à un moment je disais: C'est quand que les pompiers arrivent? C'est quand que les pompiers arrivent?» Je veux dire, je commençais à avoir mal, quoi. Mmh. Et là, elle me disait: «Beh, ils sont sur la route, ils sont sur la route, ils sont sur la route». La route, elle est longue, hein, 1 heure et quart, pour venir me chercher, c'est Argelès, quoi, c'est une grande ville, hein, il y a des pompiers. Et là, je te dis, quand je suis arrivée, mon fils m'a mis dans l'ambulance et tout, c'est lui qui m'a transportée avec, le brancard. Il m'a mis dedans et tout. On a dû faire, une attelle de fortune avec des serviettes de piscine. Ouais, donc vraiment du bricolage, quoi. Alors, quand on est parti de Argelès pour aller jusqu'à Cabestany, à fond sur l'autoroute, c'est pas moi qui conduisais, mais c'était eux, et toutes les secousses derrière quand tu n'as pas d'attelle pour bloquer ta jambe, ah ben j'ai tout ressenti. C'était horrible, horrible. Quand j'arrive là-bas, ils m'ont accueillie, j'étais là, j'étais en train de me dire: «Mais j'ai mal à ma jambe, quoi», je veux dire. Il y avait pas d'attelle. Donc expérience, pardon, on va dire minable, Mais là, très mauvaise. Du coup, bah, à partir du moment où tu arrives à à l'hôpital, l'hôpital, ouais. je suppose que la prise en charge est meilleure. La prise en alors c'est un centre spécialisé, de tout ce qui est traumatisme, au niveau de, tout ce qui est vacances. C'est une grosse, ils ont l'habitude. Chaque année, ils en ont des
milliers de personnes qui vont là-bas et ils me disent: «Eh bah, tiens, on va faire une radio, votre jambe est cassée». Je fais: «Non, elle est pas cassée, qu'est-ce que vous racontez? Elle est juste tordue, mais c'est bon, elle est pas cassée». Ils font la radio, et moment, il me fait: «Vous avez vu, j'avais raison parce qu'on était en train de parier, hein, comme quoi la mienne, elle était pas cassée, ma jambe était pas cassée». Il me dit: «Si, si, regardez et tout». Je dis: «Non, mais vous rigolez, c'est pas vrai, hein». J'ai dit: «Il faut la refaire» et heu et là, c'était le soir et comme je suis allergique à la morphine, en attendant, ils me disaient parce que comment je pourrais dire? L'effet que quand ils ont vu que ma jambe était cassée, ils ont appelé le médecin. Le médecin ne pouvait pas m'opérer ce jour-là. Ils m'ont dit: «Ben, on vous opérera le lendemain matin, mais on va vous donner des médicaments». Oui, il fallait qu'ils arrivent à te calmer pour passer la nuit. Et là, les médicaments, ils me disent: «Vous êtes allergique à quoi?» Je dis: «Beh, je suis allergique à la morphine». «Ah, on va vous donner quoi?» «Ah, ben, j'en sais rien moi ce que vous allez me donner». Et là, j'ai souffert toute ma vie. Je pleurais. J'avais toute la famille au téléphone, j'avais des amis qui me téléphonaient et tout, et mon mari me passait le téléphone et j'étais là, j'étais en train de pleurer. J'ai dit: «Je souffre, c'est la première fois de toute ma vie que j'ai souffert autant». Je pleurais parce que je ne pouvais pas, passer cette douleur et on passe toute la nuit, tu dors pas et le lendemain, on te dit: «Bah, c'est bon, on va vous prendre en charge». Je n'ai pas vu le chirurgien OK. avant Tu vu quoi? l'opération. Tu vu l'anesthésiste? Oui, vite fait. Ils sont arrivés, ils m'ont endormie et j'ai vu le chirurgien quand je me suis réveillée dans ma chambre, à côté d'une dame de 90 ans qui venait juste de tomber elle aussi, qui s'est fait opérer, pareil et on me dit: «Ben, le chirurgien va arriver». Et il se présente et il me dit: «Eh ben, vous avez fait une belle cascade». Je dis: «Ah bon, pourquoi vous me dites ça?» Il me dit: «Mais vous avez les os, en 1000 morceaux, brisés en 1000 morceaux». Il me fait: «Vous avez fait 7 fractures». Je dis: «Ah bon? 7 fractures, ça fait beaucoup quand même, hein». Je dis: «Moi, j'ai pas vu ça, sur la radio». Il me dit: «Si, si», il me dit, «Il y avait plusieurs, cassures, au niveau du péroné, il y avait, non, la malléole, pardon, le péroné pareil et j'avais, le tibia en sphéroïdal». Pareil, ça veut dire que comme j'ai fait une torsion quand je suis tombée pour pas tomber en arrière comme ça, ben, mon tibia il a été cassé, en sphéroïde. OK, donc là, il t'annonce ça. Après, ben, il fait son travail. Du coup, ça se passe quand même, relativement bien. Oui, oui, ça s'est bien passé, j'avais une grosse botte, je savais pas comment aller pour aller aux toilettes. Quand tu as jamais marché avec des béquilles, que tu as jamais rien eu et c'est là où on doit apprendre à marcher avec des béquilles. Je dis: «Ah, ça va être dur ça». En plus, j'avais une botte géante parce qu'ils ont fait une opération, mais quand même, quand ils ont fait l'opération, le lendemain ou le surlendemain, ils m'ont posé une question. Ils me disent: «Ça va, vous vous sentez bien?» Je dis: «Oui, oui, je me sens très bien, mais c'est bizarre, je ne sens pas ma jambe». Tu avais pas le côté sensitif. Je n'ai ri je n'avais pas mal. C'était gênant, mais je n'avais pas mal et ça faisait quand même je suis arrivée le mardi, ils m'ont opéré le mercredi, le jeudi, pareil, je leur pose la question, je dis: «Mais je sens rien». Le vendredi avant de sortir, pareil, je leur dis: «Je ne sens rien». C'est comme si, il y avait pas de douleur ni rien, rien. OK, et eux, qu'est-ce qu'ils te répondent? Il me dit que tout va bien. Ils m'ont dit, que j'en aurais pour 6 mois de rééducation, qu'on m'enlèverait les broches, voilà, parce que j'ai eu quand même des plaques et 11 vis quand même. Mais que c'est voilà, tout allait bien se OK, donc passer. une opération très dure, très costaud, avec beaucoup d'éléments, de vis, de plaques, et cetera. Eux, ils te disent que, beh, d'ici X mois et 6 mois en l'occurrence, tout risque de rentrer dans l'ordre petit à petit. C'est pas risqué. Pour eux, c'était sûr. C'est un truc qu'ils ont l'habitude de faire. Ils ont mis des plaques, ils ont mis des vis. Dans 6 mois, c'est bon, dès que j'arrive chez moi, je suis revenue en juillet. Ils m'ont dit: «On commence fin août, on commence la rééducation pour commencer à remarcher, tout comme ça» et en principe, au bout de 6 mois, c'était réglé. OK, et donc ça s'est pas du tout passé comme ça, Pas parce du qu'au tout. jour d'aujourd'hui où on tourne l'épisode, on est en 2026. L'accident est arrivé en quelle année? 2022. Voilà, 2022, donc ça fait 4 ans, et donc le problème est pas résolu et il se résoudra sûrement jamais, malheureusement. Donc, toi, bah, comment tu as pu et dû, surmonter ces éléments? Voilà, moi, je compatis parce que j'ai un peu vécu ça également et je sais que c'est très dur psychologiquement, physiquement. Donc sur quoi tu t'es appuyé sur quel pilier? Et puis aussi, voilà, si tu veux aussi nous partager tous les moments qui ont été très durs, très sombres, parce qu'on passe par des phases très très dures, quoi. Alors le début, c'est, ben,
j'avais pas fini un truc, tu sais c'est quoi? C'est que quand je suis rentrée chez moi, parce que je suis repartie du camping, c'était un vendredi et le samedi matin, il fallait qu'on parte parce qu'il fallait qu'on rende le mobil-home et la personne nous a dit: «Beh, si vous voulez, on peut avoir l'assistance parce que c'est dû à un accident, vous avez l'assistance». Mon mari, il a dit: «Non, non, moi je veux pas l'assistance, ça sert à rien du tout». Il a dit: «Parce que sinon c'est dans 2 semaines qu'on va ramener ma femme» et moi je n'avais pas envie de rester à l'hôpital. C'est clair et T'as net. envie de rentrer chez toi. Que la dame qui avait à côté de moi, elle attendait l'assistance, elle est rentrée le même jour que moi et on lui avait prévu, je crois la semaine d'après. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit: «Non, moi je rentre à la maison». C'était archaïque. La jambe en l'air, derrière. J'ai dit: «J'ai de la chance que la police ne m'ait pas arrêtée». Les enfants, ça va qu'on était partis à 2 véhicules. Ça veut dire qu'on avait pu mettre les enfants dans une autre voiture. Ma fille était devant, mon mari conduisait et moi j'avais toute la plage arrière, la jambe en l'air, calée. Mais tu souffrais pas. Ah, quand même un petit peu parce que Tu me disais mais que mais quand tu es mais mais sortie, quand ça non, mais la douleur elle de la jambe en elle-même, ça allait. Mais quand tu as la jambe en l'air comme ça, pendant 4 heures et demie pour rentrer jusqu'à chez toi, ça veut dire Argelès, Sisteron, la jambe en l'air, heu, c'est dur, hein? Bah, rien que pour pas rester à l'hôpital. Je te jure, c'était, voilà et quand, voilà, ça c'était mon petit parcours, qui était marrant, mais j'ai pas rigolé quand il a fallu monter les étages pour rentrer chez moi, le jour même, tous les escaliers parce que j'ai pas une maison de plein pied, j'ai un étage et je voulais pas dormir en bas et là, il a fallu s'adapter pour pouvoir monter les escaliers sous les fesses, la jambe en l'air et rentrer. quelle idée aussi de pas vouloir dormir en bas. Non mais je te jure, bah, parce que ma chambre, c'est ma chambre, c'est comme ça et pour arriver quand tu arrives en haut des escaliers sur les fesses et tu arrives, tu te dis à mon mari, je lui dis: «Mets-moi une serviette en dessous des fesses» avec les bras, c'était mes bras qui me poussaient et ça va que j'avais de la force dans mes bras pour aller mettre mes bras derrière le lit et pouvoir faire appui pour pouvoir monter dans mon lit, pour me dire: «J'étais dans mon lit». Ouais, tu voulais ton confort de ta chambre, de ton lit. De mon lit, c'était ma chambre, c'était mon lit, je veux pas changer pour, rien au monde, quoi, tu vois? Mais c'était quand même c'est un cirque quand même, hein. Parce que pendant des mois, j'ai fait ça. Pour aller aux toilettes, c'était horrible. Pareil, tu as, un déambulateur, mais sauf que tu peux pas poser le pied par terre. Oui, parce qu'après, il y a tout le quotidien. Tu dois manger, tu dois te laver, tu dois aller aux toilettes, C'est, tu dois te coucher. c'est un scénario, En fait, tous les mouvements sont compliqués, quoi. ouais, c'est, je sais pas, tout tu as envie de faire pipi, tu te dis: «Non, il faut que j'aille aux toilettes. Comment je vais faire?» Tu es déjà en train de penser dans ta tête: «Comment je vais arriver pour aller aux toilettes? Il faut que je sorte du lit». Et c'est dur parce que nous, en tant qu'êtres humains, c'est des choses qu'on fait naturellement. C'est ça. Et là, du coup, c'est déjà un combat rien que pour d'aller aux toilettes. Le quotidien est très dur. Ah mais alors ça fait que j'ai de la chance, c'est que chez moi, j'ai 2 salles de bain et 2 toilettes. C'est déjà pas mal. Mais quand tu arrives dans la chambre, en pleine nuit, d'un coup, tu as envie de faire pipi, tu te dis: «Ah, comment je vais faire?» Tu as le déambulateur. Tu prends le déambulateur, mais tu vas tout doucement. Tu peux pas prendre celui à roulette, tu es obligé de celui que tu soulèves, mais tu as qu'un pied. L'autre, il est en l'air et tu essaies d'y aller, mais chaque secousse, que quand tu tapes, ça te remonte à la jambe. Tu sais, par le fait, tu sais, tu tapes de ce côté, du côté droit, du côté gauche, et ça tape de l'autre côté, du côté droit. Tu arrives aux toilettes, c'est comme si tu avais fait un périple. Tu t'accroches, tu descends tout doucement, tu vas faire pipi, tu recommences. Il faut que tu ailles te retourner au lit. Et après, la douche, ben, je la prenais en bas. Pareil. Et le matin, quand tu te lèves, eh ben, tu descends de ton lit, hop, tu te mets au sol, la jambe en l'air. C'est l'autre jambe avec les bras qui poussent pour arriver jusqu'au bout des escaliers. Et je descendais la jambe en l'air des escaliers sous les fesses. C'est rigolo, Et mais du coup, ouais, on c'est peut en rire drôle. aussi, mais toute cette difficulté, ben, entre guillemets, tu l'as traversée pendant combien de temps avant peut-être d'avoir un peu plus d'aide, d'avoir un fauteuil? Alors, non, fauteuil, non, j'avais pas de fauteuil, ça a duré juillet, août, septembre, où j'ai fait ça tout l'été, parce que j'avais pas envie de rester dans ma chambre non plus. Je ne veux pas rester tout l'été. Alors ça veut dire que je redescendais, mais la journée, je restais en bas, sur le canapé, pareil, la jambe en l'air. Et la douche, comme j'ai une douche en bas, on avait acheté tout le matériel qu'on avait besoin pour que je puisse prendre ma douche. C'est mon mari qui m'aide et qui m'a toujours aidée. Il me préparait le repas, mais tu manges sur le canapé pour manger tes repas. C'est, Mais c'est bien, par contre, d'avoir un pilier, ton mari, des enfants et un contexte qui fait que tu lâches pas, quoi. c'est ça.
Ah non, mais non, ils ont été, présents. Même mon mari, il travaillait, il revenait exprès avant pour pouvoir s'occuper de moi. Après, c'était mon fils. Il travaillait, il était, surveillant de baignade à l'hippocampe. Il était pompier aussi. Et entre 2, il venait s'occuper de moi parce qu'il vit chez nous, quoi, tu vois? Et dès que mon mari, comme ça, il pouvait aller travailler, c'est mon fils qui s'occupait de moi: «Maman, tu as besoin de quelque chose? Ah maman?» Et des choses que tu as pas envie de demander à tes enfants, style: «J'ai envie d'aller faire pipi», quoi. C'est assez dur, du coup, tout ce que tu viens de nous partager et au jour d'aujourd'hui, je l'ai évoqué rapidement dans ta présentation, mais tu t'es créé une nouvelle vie, un nouvel environnement Mmh, et tu as su saisir une opportunité qui s'est présentée à toi. Tu vas nous l'expliquer comment ça s'est présenté à toi, qui est le volley assis. c'est Est-ce ça. que tu peux nous en dire, 2 Oui. mots et développer un petit peu là-dessus? Comment tu l'as découvert? Pourquoi, entre guillemets, «tu t'es mis au volley» et où tu en es au jour d'aujourd'hui au travers, des compétitions, de l'équipe de France et un peu ta vision globale, quoi? Alors, en 2022, pardon, en 2022, c'était 15 jours avant mon accident. Ça faisait quoi? Ça faisait à peu près 1 mois et quelques, 2 mois que j'étais sur le club de volley. Je suis pas passionnée, alors j'étais pas passionnée du tout du volley. Je suis pas, moi, c'est plutôt la danse, la zumba, voilà, tout ce qui fait un peu danser et chanter, j'aime beaucoup chanter aussi. L'ancien président du club me dit: «Ah Hélène», parce que moi je suis là j'étais là surtout pour devenir secrétaire. Parce qu'il avait besoin de quelqu'un pour faire, tout ce qui était secrétariat et tout comme Mmh. ça. Je dis: «Bah, si tu veux, je t'aide, il y a pas de Pour être au souci». sein du bureau. Pour être au sein du bureau, comme ça lui, c'est un peu, ça le soulageait et tout. Il me dit: «Bah, tiens, j'ouvre une nouvelle section, mais avant d'ouvrir cette nouvelle section de volley assis, je veux, accueillir une étape du challenge». Et là, arrive le jour J, où, l'étape du challenge arrive et tout, et là, je rencontre des gens, mais vraiment formidables, quoi. Je veux dire, amputés, et là, tu commences à parler avec eux, tu te dis: «Mais tu es amputé à cause de quoi?» Oui, Genre, qu'est-ce qui s'est passé? qu'est-ce qui s'est passé et tout, et là, tu en as une qui te dit: «Ben, moi, j'ai eu un accident de moto». La deuxième pareil: «Ah, moi, c'était un accident de moto». L'autre, elle te dit: «Ben, moi, c'était parce que, ben, j'ai eu une maladie, j'ai le diabète», et on commence à l'amputer les jambes, les mains et tout comme ça. Tu te dis: «Waouh, c'est des gens, là, je leur mets, une médaille, quoi», hein, je veux dire, et là, je vois comment ça se passe, le volley assis. Moi, je joue pas, hein, moi, juste, j'accueille, je donne à manger, tout comme ça, et je te dis: «Beh, c'est pas mal, quoi». Il y a quelque chose pour eux, quoi, tu vois, derrière. J'ai dit: «Franchement, je suis fière de vous, je vois qu'avec votre Mmh. parcours, vous Ouais, êtes tu as été arrivés». emballé, en fait, par les profils, Tout, les par le gens me côté sont très humain avenants, hein. humain, C'est ça, la discussion avec eux. c'est ça, et je te dis, ça, c'était, vers le 12 juin à peu près, l'étape du challenge, ou le 7 juin, je me rappelle plus, un truc comme ça, et je te dis, le 28 juin, c'est là où j'ai eu mon accident. Comme si c'était, prophétie, je sais pas, et là, tu le sais que ça existe, le volley assis, parce que tu as rencontré ces gens-là, et après mon accident, au début, tout devait aller bien et tout, on allait que pour 6 mois. Je me suis aperçue quand même qu'il y avait quand même des soucis. J'ai demandé à voir des médecins, des spécialistes, et là, bon, les diagnostics ont commencé à tomber, et là, on te dit: «Ben non, tu as ça, tu as ça, tu as ça, section du nerf SPE, SPI, tu as une algodystrophie», et là, tu commences à voir un palmarès, tu dis: «C'est les 6 mois, c'est plus 6 mois là», tu vois? Et puis les étapes avancent, ça avance, ça avance, et ça, c'était 2022-2023. Tu te dis: «Bon, ben écoute, j'ai ma jambe, le temps que ça se rétablisse, peut-être que je vais faire du volley aussi». Je suis pas douée du tout. Toucher un ballon, voilà quoi, tu vois? Mais C'est tu en as pas jamais fait, donc tu débutes. c'est ça, je débute et tout. J'essaie de créer et entre-temps, on chante un membre du bureau dont l'ancien président part, et c'est d'autres personnes qui se présentent. Bien sûr, moi, mamie, en tant que secrétaire, on va continuer. J'étais pas là ce jour-là, mais ils ont continué à me mettre secrétaire. Ça fait que j'ai été, votée à l'unanime, pour être secrétaire. Et là, le membre du bureau change et tout. On crée cette section de volley assis, 2023-2024. Sauf que j'ai eu un autre souci de santé, c'est que suite à cause de cette jambe, quoi, je veux dire, d'un coup, je me suis retrouvée aux urgences à Sisteron et on me met une sonde, double J, calcul rénaux. Je dis: «J'ai jamais fait de calcul rénaux et tout», voilà, quoi, et le médecin
m'examine, me dit: «Bon, opération et tout». J'arrive à Gap, hein, en urologie, ils me mettent une sonde, il me dit: «Mais dans quelques mois, il va falloir opérer de votre rein». Je fais: «Quoi?» Il m'a dit: «Si, si, il va falloir opérer du rein, il va falloir que je coupe, l'urètre, je le coupe et que je le mette plus loin». Je fais: «Ah, quand même, Ouais, voilà quoi». encore un coup C'est sur ça, la tête. mais c'est parce que c'est dû à ma jambe. Comme je n'ai plus de vitamine D et que j'ai un excès de calcium, et ben, le calcium, et ben, au lieu de se loger sur mes os, ben, il va se loger là où il peut. Et là, ben, décembre 2023, on t'opère. Ça veut dire que la section de volet acide n'a pas pu être mise en place. On m'opère, on me fait 4 trous avec une grosse machine qui s'appelle la pylioplastie. Je suis restée 5 jours. On m'a dit que je resterais une journée à l'hôpital. À la fin, je suis restée 5 jours parce que ça s'est pas vraiment bien passé, quoi. Je dis: «Bon, c'est pas grave, hein, c'est une petite étape un peu», comment je pourrais dire? J'ai l'habitude d'avoir mal, alors c'est pas grave. Tu vois? C'est un obstacle en C'est plus. il y est, il y est. Et Mais là, mis bout à bout, ça fait beaucoup. ça fait beaucoup. Et en plus, on s'était engagé que pour la saison 2023-2024, qu'on mettrait en place le volet assis et qu'on voulait avoir en 2024 les phases finales sur Sisteron, tu vois. Mais sauf que nous, on n'avait pas d'équipe engagée parce que comme j'étais pas bien et que avec tout ce que j'ai eu, ben, on n'a pas pu engager. Mais on a quand même réussi à accueillir l'étape. Mais ça s'est pas passé sur Sisteron, ça s'est passé sur Château parce qu'on n'avait plus de gymnase. Et là, pareil, tu rencontres des gens. Moi, je commence un peu à jouer. Parce que l'avantage qu'on avait, c'est que comme c'était nous on accueillait la finale, eh ben, on pouvait proposer une équipe à ces phases finales. Sisteron pouvait proposer une équipe. J'ai dit, bah, j'ai demandé à mes collègues, j'ai dit, bah, écoutez, ce serait bien, les membres du bureau, venez, on joue et tout comme ça. Et là, je rencontre d'autres personnes. Et c'est là où j'ai rencontré Séverine Bayot, qui me dit, ben, c'était au mois de mai, c'est ça, fin mai. Elle me dit, ben, en mois d'août, ben, je pars pour les Jeux paralympiques. Je dis: «Ah bon, tu es dans l'équipe de France?» Elle me dit: «Ben oui». Donc, Séverine Bayo, c'est une personne qui est au sein de l'équipe de France. C'est ça. Elle me dit: «Ben moi, je vais, jouer, cet été, en équipe de France». Et mon autre copine, pareil, que j'avais déjà rencontrée en 2022, en Donc, ça, en juin. fait, c'est pour les JO Paris 2024. C'est ça. Et c'est la même année, quoi, tu vois? C'est un mois de mai. Et elle me dit: «Ben moi, je vais partir». Je dis: «Ah, c'est bien, je connais quelqu'un, une star et tout». Mon autre copine, Elina, me dit: «Mais moi aussi, j'ai été sélectionnée et tout». Je dis: «Ah, c'est trop bien, je commence à connaître un peu du monde», tu vois? C'est le petit Et réseau. ouais, tu vois? J'ai dit: «Oh bien». Moi, je venais juste de commencer, quoi, tu vois? Et j'étais contente, quoi. Je veux dire, je commence à connaître un peu du monde et tout, voilà. Et là, c'était 2024. Les Jeux paralympiques, passaient à la télévision. Et les quelques personnes de Sanofi est partie, en tant qu'aidant pour les Jeux paralympiques. Oui, il y avait beaucoup de bénévoles. Beaucoup de bénévoles et tout, ils étaient là-bas. Et là, j'avais plusieurs quand même, quelques fois que je demandais à un grand qui s'appelait Sylvain. Je lui dis: «Tiens, ce serait bien qu'il revienne avec nous dans l'équipe». Je sais qu'il était ancien joueur de volley normal et il était venu pour que quand on a accueilli en 2022, c'est comme ça que je l'ai connu, pour faire, une étape du challenge. Je dis: «Ah, ce serait bien lui, il habite à Sisteron, on crée la section avec lui et tout, ce serait super». Et il arrive des Jeux paralympiques en septembre, ça fait la saison 2024-2025. Et il me dit: «Ah ben, moi j'ai adoré les Jeux paralympiques, mais moi je veux bien faire la section avec toi». Je dis: «Bah, super». Alors on commence à avoir un peu quelques amis, je dis: «Ben, 2, ça fait pas beaucoup quoi, je veux dire, ça se joue à 4 quoi». Je dis: «T'inquiète pas, je vais voir mes collègues et tout». Et là, il y a 2 collègues à lui de Aix-en-Provence. Parce que du coup, tu peux jouer en mixité. Oui, ça veut dire que tu peux jouer valide et invalide, 4 contre 4, valide ou invalide. c'est ça, et filles et garçons. Ok. Voilà. Et il commence à appeler ses collègues et tout, ses collègues commencent à arriver avec nous et tout. «Ah super!» Là, on commence à créer la section. Il y a une autre personne, Éric, Leduc, pareil, il a dit: «Oh, ben, je viens avec vous dans la section». Et j'ai passé une année où je me suis régalée, voilà. C'était marrant, moi qui savais pas trop jouer au volley, Oui, parce que eux, ils sont joueurs de volley. je voulais y revenir. La première fois où tu as tapé dans un ballon, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Tu t'es dit, ouah, ça va être dur, C'est dur, je vais devoir beaucoup m'entraîner, oui. j'en suis loin pour arriver à juste un niveau Bah, minimum pour m'amuser en fait au début. au début, bah, tu comptes un peu sur les autres parce qu'au moins ils savent jouer et toi non. Mais c'est pas grave, c'était, on s'amuse, j'ai envie de jouer avec eux, je veux un sport pour moi quoi, tu vois? Et mais
en ne pensant pas que j'allais à l'équipe de France, quoi. Je veux dire, pour moi, c'était, un engagement, pour, une saison. On y va, quoi, tu Oui, vois? plaisir, loisir, C'est amusement. ça. Et là, on commence un peu à gagner, on commence un peu à jouer et tout. Et c'était pour la saison 2024-2025. Et en décembre, et là, je commence à connaître un peu de monde parce que quand tu pars un peu à droite, à gauche, un coup tu pars ailleurs, un coup tu passes de partout, et ben, je commence à connaître du monde. Et là, il y avait une publicité sur Facebook, tu vois, où il y a marqué la Fédération française de volley assis recrute. C'est l'équipe de France recrute. Et moi, j'avais vu, entre guillemets, j'avais juste vu comme ça. Et j'ai un collègue qui me dit, ah, Hélène, t'as vu, moi aussi, mais j'ai fait ma demande. Je dis, ah bon, t'as fait ta demande? Je dis, bon, bah, allez. Lui, il avait fait déjà à l'avance. Moi, on est arrivé, lui, c'était en février, moi, c'était en mois de mars. Je dis, non, mais je vais pas faire ma demande. J'ai dit, je sais même pas toucher un ballon. Je sais un peu jouer. Je vais pas dire que je ne sais pas jouer, mais je sais un petit peu jouer. Je sais que je suis une balle, quoi. Je veux dire, c'est les autres qui font plus le boulot que moi, quoi, tu vois. Je dis, bon, bah, je vais essayer, hein. Allez, on envoie. Et c'est là où tu te dis, il y a quelqu'un qui t'appelle au bout de quelques jours, parce que tu envoies le mail. Et au bout de quelques jours, la personne t'appelle, elle te dit, oui, bonjour, Madame Coriol et tout. Fédération française de volley assis, équipe de France. Voilà, d'accord. Elle me dit: «Oui, je vous appelle, vous avez répondu, vous avez fait une demande et tout, pour notre recrutement, je voudrais savoir ce que vous avez comme pathologie». Parce que pas tout le monde, selon le handicap, peut rentrer, dans l'équipe de Mmh. France. Ils veulent savoir ton parcours. C'est ça. Et là, je lui explique tous mes bobos, quoi, on pourra dire, hein. Et elle me dit j'ai dit: «Ben voilà, j'ai une carte, handicapée, j'ai été reconnue à MDPH, Elle me dit: «Ben écoutez, je vous invite à aller voir, la kiné d'équipe de France dans quelques jours». On se met en contact avec elle. Et elle pourra vous évaluer mieux par rapport à votre handicap. Et si vous passez le cap déjà de handicap, après, on s'appelle pour l'équipe de France, en stage. Je dis: «Bah, j'y vais». Et là, j'ai profité, pendant que j'avais une compétition avec mon équipe de Sisteron à Paris, et ben, j'ai pris rendez-vous en même temps. Eux sont repartis sur Sisteron. Moi, je suis restée à Paris et j'ai passé, Le stage là-bas? la classification. OK. La classification avec, c'est une pré-classification, on pourra dire, avec, la clinique d'équipe de France qui me dit: «Bah, écoute, par rapport à ta pathologie, pour être sélectionné par rapport à l'international, il faut minimum 7 points». J'en avais 9. Je dis: «Bon, c'est bien». Et là, on te dit: «Ben, vous allez recevoir un mail et là, vous serez invité à l'équipe de France, en stage, au Crêpes à Vichy». Et là, j'avais prévu mes vacances. En plus, pour moi, c'était déjà prévu un moment, et on te dit: «Ben, vous êtes invité et tout». Je dis: «Ben, j'appelle, l'équipe». Je dis: «Eh ben, voilà», pas l'équipe, mais le staff et tout de l'équipe qui s'occupe d'eux. Je lui dis: «Ben, voilà, je vais arriver et tout, mais j'étais en vacances, ça vous dérange pas? Il y a ma famille et tout». «Non, non, vous inquiétez pas, comme vous étiez en vacances, votre famille peut venir et tout». Et c'est là où, au bout de 3 jours, quand on a fait les stages, qu'ils m'ont dit: «Ben, bienvenue dans l'équipe de France». J'étais là: «Ouais». Mais bah, au début, tu crois pas, quoi. Tu te dis: «Waouh, ils ont pris une handicapée», mais En vraiment fait, handicapée du volley, quoi. tu l'as vu comme une lumière au bout du tunnel, quoi. Ouais, mais c'est ça, mais en plus, là, j'étais, comment faut te dire? On est tous égaux. C'est dans un terrain où tu es tous égaux. C'est pas de valide et invalide, c'est qu'on est tous un handicap. Il faut qu'on joue ensemble. Voilà. C'est notre jeu. C'est à nous de jouer, c'est comme ça, et là, tu te dis: «Eh ben, ce que moi je ressens, la douleur que je peux avoir, quand j'ai mal à ma jambe, hem» comment je pourrais te dire? Tout ce que tu dois surmonter dans ton quotidien. C'est ça, c'est ça. Tout ce que tu ne peux plus faire, Mmh. bah, je suis pas la seule. Elles aussi. Elles aussi, elles ont dû s'adapter, elles se débrouillent comme elles peuvent, Du coup, vous êtes beaucoup solidaires entre vous. c'est ça, c'est ça. Et après, OK. même la mentalité. Quand je suis arrivée, j'ai dit: «Waouh!» Elles super accueillantes, quoi, tu vois? Elles étaient toutes, tu sais, d'habitude, on te dit tout le temps, les filles entre elles, «Miam, miam, ça papiaille, ça fait comme ça». Et là, non, pas du tout. C'était vraiment de l'entraide. Quand je leur ai dit: «Mais je sais pas jouer, alors moi je suis novice et tout». «T'inquiète pas, tu es là pour apprendre, tu vois? On va t'aider, on va t'apprendre et tout». Je dis: «Ah super». Ouais, donc elles t'ont mis en confiance, tu as été bien intégré. Donc Mmh. là, tu as touché tes premiers ballons avec l'équipe de France. Et après, quelle a été la suite et où tu en es au jour d'aujourd'hui? Alors, eh ben, je me suis entraînée un maximum de ce que je pouvais. Après quand on a eu les sélections, parce qu'on devait partir cet été, moi je savais très bien que j'allais pas être sélectionnée, direct, je suis pas une joueuse,
Depuis très longtemps. C'est ça, ça fait même pas 1 an que je touche un ballon, voilà. Après les entraînements, n'y étaient pas non plus, puisqu'on n'a pas des super entraînements. On est 2-3 sur Sisteron, les 2 autres sont sur Aix, tu peux pas t'entraîner ensemble, tu t'entraînes que quand tu joues, quoi. Mmh. Et et quand, elles m'ont dit, c'était au mois de mai, je crois, un truc comme ça, mai, ils me disent: «Eh ben, on te sélectionnera, mais on te sélectionne pour, les Silver Nation League, mais pas pour, les euros». J'ai dit: «Mais il y a pas de souci». Mais j'étais déjà partie dans ma tête, je me disais, je suis pas déçue parce que je sais très bien D'où tu pars et d'où que d'où tu va peux pas viser quelque chose de très haut, c'est ça, c'est ça. sachant que tu as pas d'expérience, tu peux pas vraiment t'entraîner correctement et C'est ça, je peux pas faire, tout ce que les autres font déjà, quoi, tu vois? En plus, je suis dans la petite ville de Sisteron, c'est pas de tous les clubs inscrits en volley assis, c'est nous le plus petit club, quoi, pratiquement. On a 70 adhérents. On parle même pas du volley assis, on n'est pas à 55 000 non plus, quoi, tu vois? Et là, quand ils m'ont dit ça, je dit: «Ben, moi, ça me dérange pas». Ils m'ont dit: «Mais au mois d'octobre, on veut que tu viennes avec nous à la Silver Nation League». OK. Et là, les mois passent, juin arrive, juillet arrive, et là, il y a une personne qui se blesse. Une des filles de notre équipe qui se blesse, qui me dit, ben, et là, j'ai la présidente, quoi, qui m'appelle, qui me dit, ben, écoute, pour jouer à la Silver Nation League, eh ben, il faut que tu sois classifiable à l'étranger. Il faut que tu passes une sélection obligatoire, tu sais, par rapport à l'handicap. Il me dit, ben, on t'invite en Hongrie au mois de juillet. Tu viens directement avec elle, parce que le billet était payé et tout. Et comme ça, tu passes la classification parce qu'il n'y aura pas de personnes classifiables, de classificateurs exactement au mois d'octobre pour pouvoir jouer. Parce que si je suis pas classifiée, je peux pas jouer, tu vois. Et ben, je suis partie à l'aventure avec les filles, même si je savais que je ne pouvais pas jouer, mais je suis partie avec elles pendant 10 jours en Hongrie. Je me suis régalée. mmh, expérience de malade. Ah ouais, régalée. Et j'ai vu les entraînements, mais je me suis entraînée aussi avec elles. Tu vois, c'est là où tu t'entraînes un peu plus. Et après, j'ai été sélectionnée au mois d'octobre pour partir à la Silver, où on a gagné. Voilà, j'ai pas joué beaucoup non plus, mais j'ai joué. Comme on dit, j'ai mis ma petite pierre à l'édifice comme ça et on m'a laissé un peu de temps parce que l'expérience, je ne l'ai pas par rapport aux autres. C'est qu'on avait bien travaillé aussi. Voilà, c'est ça. Et oui, parce que j'ai eu mon coach au mois de septembre. Voilà. Et là, tu le vois, Tu peux être fier de ton parcours. c'est ça. Mais je le vois parce que mes frappes sont plus les mêmes. Je m'entraîne et tout ce que tu m'as appris, tout ce que j'ai appris avec toi et tout, et qu'on va recommencer, fait que ben, je m'améliore de jour en jour. Et même maintenant, quand je veux dire, Oui, puis tu as envie de progresser, tu as envie de t'améliorer. Moi, je l'ai ressenti. J'ai vu aussi, bah, que tu t'entraînais à côté. ouais, Pendant la semaine où on se voyait pas, tu t'entraînais à côté. Tu me disais: «J'ai fait ça, j'ai fait ça». c'est Je te ça. voyais bien appliqué aussi, quand on faisait les séances ensemble, donc tu as la bonne vision pour réussir et je te souhaite que tu réussisses le mieux possible, dans Mais cette oui, moi, expérience. je veux parce que maintenant, il y a la Gold au mois de mai. Et après, il y a les championnats du monde en Chine, quoi. Et là, ça me plairait bien, C'est quoi. une sacrée échéance. Ouais. Après, j'espère être au niveau, mais on sélectionnera toujours les meilleurs, le top du top. Après, on peut pas évaluer quelqu'un qui vient juste de commencer avec quelqu'un qui, ça fait des années qu'il y est. Heu, voilà, quoi. Non, Quelqu'un qui mais a compare-toi qu'à toi-même et puis, oui, voilà, c'est ça. Mais je veux m'accrocher. Je veux y aller parce que je veux que, j'aimerais que l'équipe de France monte le maximum de points, tout ensemble, hein, parce qu'on est là pour gagner ensemble. C'est pas je suis là que pour gagner moi-même. C'est tout ensemble et qu'on ramène le maximum de points pour pouvoir jouer aux Jeux paralympiques à Los Angeles, quoi, tu vois? ça serait énorme. Ouais, ça serait très bien. On va faire une petite transition sur, la politique. Ouais. Quand tu m'as annoncé ça, je m'en souviens encore. Bah, du coup, comment ça t'est arrivé? C'est une opportunité que tu as saisie. Voilà, toi, tu travailles aussi avec la Fédération française handisport, avec, pas mal d'associations, l'APF et cetera. Oui, je travaille avec, le comité départemental handisport pour pouvoir développer dans le 04 tout ce qui est handi. Je parle pas que du volley assis, hein, je parle du volley en général, de tout ce qui est handisport en général. Là, j'aide aussi, les Bouchons d'amour à avoir, certains lieux pour pouvoir récolter de l'argent, plutôt récolter des bouchons pour qu'on puisse vendre, à Dijon, à une usine, tous les bouchons récoltés. Ça arrive par camion en tonnes. Et tous les bouchons recyclés sont fabriqués, ils fabriquent, avec ça, ils fabriquent des poubelles, pour les, comment ça s'appelle déjà? Pour les mairies, OK. voilà.
Et ça veut dire que quand les mairies ils achètent des collectivités, ils achètent des poubelles, et ben l'argent récolté, Donc, tu es vachement investi dans le domaine associatif, que ce c'est soit ça. dans le club de volley dans lequel tu es Mmh. et dans tout ce qui tourne autour, en fait, Du handi. du handisport et tu essayes de retranscrire un petit peu toi ce que tu as vécu pour aider le maximum de personnes, en fait. C'est ça, c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai rejoint aussi l'APF. Je veux développer l'APF, je veux que toute personne, n'importe quelle situation de handicap, parce qu'une personne peut être handicap physique, mental et invisible. Ça, souvent les gens l'oublient, que je veux dire, il y a des handicaps invisibles et je veux travailler avec ça. Je veux travailler avec ces personnes-là. Je veux qu'on soit tous dans le même endroit et se dire: «Ben non, c'est pas nous les handicapés, c'est eux les handicapés. C'est les valides qui sont handicapés, c'est pas nous». Tu vois? Et c'est pour ça que quand, j'ai eu saisi l'opportunité d'aller en politique, me dire, «Est-ce que si je rentrais en mairie, si Quel on est impact tu peux avoir? quel impact je veux avoir?» Moi, ce que je veux, c'est, aider les personnes en situation de handicap, n'importe quel handicap et l'accessibilité. Parce que je trouve qu'une personne qui n'est pas handicapée ne peut pas savoir ce que nous, on perçoit. C'est bien, les aidants sont là, vont vous aider, à développer, c'est eux qui vont vous aider à pousser, mais ils n'ont pas le même ressenti que nous, en tant que personnes handicapées. Tout ce qu'on ne peut plus faire et tout ce qu'il faudrait améliorer. Certes, on peut pas avoir des produits miracles, on peut pas claquer des doigts en disant: «Bah, tiens, je voudrais que ça fasse comme ça fasse comme ça», non. Après, il faut être réaliste. Oui, Donc il y a pour des toi, quand choses. tu as eu l'opportunité de te lancer en politique et d'être sur une liste municipale, C'est ça. pour toi, tu as eu un moment de réflexion ou c'était une évidence et tu t'es dit: «Il faut que j'y aille»? C'était une évidence. J'ai choisi la liste que je voulais. Parce que, ben, quand, j'ai choisi cette liste, quand après il y a des gens que je connaissais déjà et d'autres personnes, j'ai aimé ce que j'ai aimé dans la liste où je suis actuelle, c'est l'accueil et l'entraide. Quand je suis arrivée, on a fait des réunions, on a travaillé par groupe et là, tu sais, tu es là, tu es la petite enfin, la petite dernière, il y avait d'autres personnes, je suis un peu réservée, je ne posais pas trop de questions et là, tu as quelqu'un qui me pose la question, qui me dit: «Mais tu sais», j'ai dit: «Non, mais j'ose pas demander», et là, j'ai une personne qui me dit: «Mais il y a pas de questions bêtes, Hélène». Elle me dit: «On est là pour t'aider». Et après, je repose une autre question pour un autre moment. Je voulais poser la question et là, je connais pas tout, hein, bien sûr. Et là, tu as d'autres personnes qui te disent: «Mais tu sais, Hélène, on est une équipe, on est là pour s'aider». Ça t'a mis en confiance. D'où le fait que maintenant, aujourd'hui, tu es colistière. C'est ça. Du coup, tu te présentes sur une liste et si du coup votre liste, l'emporte et est élue, hem, tu nous l'as un petit peu évoqué, mais contre quoi tu vas te battre? Quel rôle tu aimerais avoir dans l'équipe? Et Alors, aussi ton parcours, il te donne pas mal de légitimité, sur peut-être ce que tu vas entreprendre, donc tu peux nous en dire 2 mots? alors moi, ce que je veux, c'est aider les gens. Je suis là pour les aider. Ça veut dire que tu sois handicapé ou pas, je suis là pour t'aider. Une personne âgée et aussi c'est comme si elle avait un handicap en quelque sorte parce qu'elle est âgée. Je veux dire, on commence à vieillir et tout. Il faut s'occuper aussi de ces gens-là et mon parcours de vie fait que, je pas que je suis légitime, si on pourrait dire ça, mais je sais ce qu'ils vivent. Je pense que tu as une partie de légitimité dans le sens où tu as travaillé dans l'aide à la personne C'est ça et aujourd'hui, et c'était en vrai, moi, j'étais dans l'autre côté de la barrière, j'étais aidante. voilà, J'ai aidé des gens et maintenant je suis de l'autre côté, c'est pour ça que je tu vois? me permets de souligner ça. C'est ça. En vrai, j'ai fait les 2 postes, enfin, tu vois? Et bon, maintenant je suis de ce côté de poste, mais et je pense que je peux aider beaucoup de monde et même si je suis pas élue, j'aiderai quand même. OK. Je le dis Et d'avance, hein. toi, du coup, ça serait quoi ce que tu aimerais, par exemple, les premières choses que tu mettrais en place pour vraiment aider? C'est quoi tes idées que tu mettrais, en fait, concrètement sur le terrain? Mais déjà, voir il y a des personnes en situation de handicap assisteront qu'on ne sait pas. Ça veut dire qu'elles se manifestent. C'est des gens qu'il faudrait aider, mais elles se manifestent pas. Tu vois? Déjà de connaître les gens et après de les aider, dans tout ce qu'il y a dans la ville. Il y a plein de choses qui ne sont pas adaptées pour nous. Je le vois tous les jours. Pour moi, hein, déjà, il y a plein de choses. Et les choses seront faites au fur et à mesure, bien sûr, je comprends. Mais je pense qu'une personne en situation de handicap peut plus évaluer, style, une montée, Bien une sûr. descente, peut plus évaluer que quelqu'un d'autre, quoi, je veux dire, Oui, parce que, si on est valide, on s'en rend pas forcément c'est compte. ça.
Et moi, je veux être aussi comme le porte-parole. C'est pour ça que j'ai rejoint l'APF. C'est être le porte-parole de ces personnes-là et de dire, ben, si on travaille tous ensemble, tu sais, de réunions, parce qu'on fait des réunions avec l'APF, de dire, ben, toi, tu as eu ça. Ah, ben, parce qu'on a tous une vision différente. Ah, ben, toi, tu as eu ça. Ah, ben, toi, tu crois que ce sera mieux ça et tout. Et de faire des réunions et d'être tout ensemble. Tu vois? Et de se dire, ben, tiens, maintenant, on va dire la mairie. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe, mais voilà, quoi, je veux dire, Donc c'est vraiment la vision que tu aimerais donner, ouais, ouais, en fait, que tu sois dans le parti qui va être élu ou non, toi, dans tous les cas, tu as envie d'aider. c'est ça. J'ai envie d'aider, je veux être là et tout. Bon, je serais mieux que ce sera nous qu'on soit élus, bien sûr. Ben, on saura ça dans quelques mois, dans Oh, quelques semaines. dans quelques semaines, voilà. Mais voilà, j'ai mon et après, travailler avec un groupe de personnes, mais tu le vois qu'ils sont vraiment investis et ils connaissent tous leurs dossiers. Moi, j'ai parlé avec elle, elle me fait: «Ben nous, il y a eu ça, ça, ça». Il y a des choses que je ne connaissais pas du tout. Parce que quand tu fais partie de l'autre côté et pas dans les élus, nous, on se dit: «Oh les élus, ils font pratiquement rien. Oh les élus font ça». Mais pas du tout. Et là, tu t'aperçois, il y a des trucs que je ne connaissais pas du tout. Elles m'ont appris plein de choses, mais vraiment plein de choses. Il ou elle, m'ont dit: «Eh ben non, ça se passe comme ça, il y a ça, 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 ça» et moi, tu es là: «Ah bon, ça passe comme ça?» Ils connaissent leur dossier. D'où le fait qu'aussi, que ça soit en politique ou ailleurs, c'est important d'apprendre en permanence. C'est ça. Avant qu'on clôture l'épisode et que je te donne la parole pour le mot de la fin, pensez à liker ce super épisode avec Hélène, pensez à vous abonner à la chaîne, pensez à partager, à nous faire aussi des retours en commentaire. Ça nous aide pour l'algorithme, pour le référencement et puis ça nous donne de la force pour Hélène et pour le podcast. Des fameux. Le mot de la fin, c'est si tu devais donner en un mot ou en une phrase ta philosophie de vie, ta carte blanche pour le mot de la fin. Alors, ma philosophie de la vie, c'est que quoi qu'il arrive, il faut pas perdre espoir. Mais comment je pourrais dire, la vie ne s'arrête pas à une barrière. Il y a quelque chose derrière. Il faut continuer. Et moi, je suis là pour aider. Si quelqu'un a besoin de moi, je suis là. Voilà. Ok, super pour le mot de la fin. Merci de nous avoir écoutés. Merci Hélène d'être venue et Merci. je te souhaite le meilleur. Au revoir tout le monde. Au revoir.